Retour dans cette émission pour le dernier virage de l'autre journal. Ferdinand Ité, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, parlant des universitaires ou parfois des intellectuels qui se mettent au service des régimes comme les nôtres et bien d'autres ailleurs, des régimes autocratiques, il y a plein d'exemples dans l'histoire. Généralement, c'est des gens qui ont de l'ambition et qui pensent que celui qui les invite à la table est moins intelligent que eux et que en y allant, ils vont amasser un peu d'argent pour après s'en servir pour leur ambition politique, parce qu'ils ont de l'ambition. Jusqu'à ce que un matin, celui qui les a invités à la table leur montre qu'en fait, il reste le seul chef. J'ai dit ici dans plusieurs émissions que dans une dictature, seul le chef est dans la durée. Celui qui couronne un roi, il n'est pas roi. À moins qu'il décide de renverser le roi et de prendre la place du roi pour se faire couronner lui aussi comme un roi. Quand tu es faiseur de roi, tu n'es pas roi. Le roi, une fois qu'il est installé, il a toute la latitude de se débarrasser de tous ceux qui l'ont mis là-bas. Et dans l'histoire du Togo, c'est ce à quoi on assiste depuis 15 ans. Il y a des gens qu'on a dégagés de leur poste récemment, les gens sont surpris, parce qu'on pensait qu'ils étaient des hommes puissants. Mais on s'est rendu compte que leur puissance là, c'est effrayé quelques petits zozos comme nous, vous voyez. Et donc le chef reste le chef, vous voyez. Et donc les gens font comme ils n'ont pas étudié l'histoire, ils n'ont pas étudié l'histoire politique, ils n'ont pas étudié un certain nombre de régimes pour comprendre comment fonctionne ce genre de système. Diallo Telli, qui est de regretter mémoire, lorsqu'il était aux Nations Unies, un grand diplomate, intellectuel et tout, guinéen, et lorsqu'il voulait retourner en Guinée pour se mettre au service de Sékou Touré, ses amis lui ont dit, ne va pas là-bas, il finira par te tuer, il ne faut pas y aller. Mais il n'a pas compris. Il pensait que c'est parce qu'il était suffisamment intelligent, il était lettré, il était d'un niveau plus élevé intellectuellement que Sékou Touré, qu'il pouvait venir. Il avait un carnet d'adresse, tout ça. Voilà. Il a fini dans un goulag au camp Boiro, mort dans des conditions atroces. Et on peut répéter les exemples dans l'histoire. Et donc, ces gars qui sont en train de s'agiter là, ces jeunes, surtout que c'est des jeunes de notre génération, nous les avons connus à l'université pour certains, d'autres sont nos petits frères, qui s'agitent, qui pensent qu'ils ont arraché le Saint Graal, ils pensent qu'ils ont atteint le summum des summums, et ils se permettent de danser les gens, de toiser les gens, de se comporter comme c'est eux qui parlent et le jour se lève. Un jour, ils comprendront que dans le monde de celui qu'ils servent, de celui qui sont en train de servir plutôt, dans le cocon où ils sont, cette personne ne les utilise que pour un objectif. Demain, il s'en débarrassera. Et eux, ils seront dans la rue, les gens vont les voir. Nous avons connu des ministres ici, nous, journalistes, qui nous ont dit des bêtises. Aujourd'hui, quand ils nous voient dans la rue, ils ne peuvent plus nous regarder. Ils peuvent plus nous regarder. Parce que nous, nos conditions sont encore meilleures que eux aujourd'hui. Donc, on peut même leur donner de l'argent aujourd'hui. Vous voyez? Et donc, ceci pour faire comprendre que, en toute chose, il faut de l'humilité. Vous ne savez pas ce qui va arriver demain. Surtout que le pouvoir politique, ça tient juste à un fil. Du jour au lendemain, les choses peuvent changer. Vous voyez ce qui est en train d'arriver dans le monde là? Avec les histoires de confinement, de couvre-feu. En Suède, il y a déjà des troubles parce que les gens n'en peuvent plus d'être enfermés dans leur maison. En Allemagne, les gens sont sortis dans la rue dans une ville. Même au Togo ici, à Dapaon, à Mangola, les gens sont sortis ces jours-ci pour dire qu'ils sont fatigués. Parce que non seulement vous fermez les frontières, donc vous bloquez les gens dans leur pays, ils ne peuvent pas sortir et rentrer comme ils veulent, vous les bloquez à leur domicile. Les activités sont en train de s'écrouler. Les gens n'ont plus d'air pour respirer. Ces gens vont finir par se révolter. Il y a une vague de révolte qui va suivre la gestion de la Covid. C'est pour ça qu'en France, on veut prendre des dispositions fermes, mais on a peur de la réaction que les populations vont avoir. Parce que les gens sont attachés à leur liberté. C'est naturel. C'est naturel, vous voyez. Et donc, vous devez compter sur tous ces paramètres avant de prendre des décisions. Vous voyez. Donc, les jeunes qui se mettent au service des régimes comme les nôtres, c'est leur choix. On ne va pas le leur refuser. Mais s'ils font le choix pour nous nuire à nous, mais c'est que nous n'allons pas baisser les bras. Parce que si vous faites le choix pour nuire à vos frères vont se battre contre vous.
Et c'est ce qui va leur arriver. Donc ils ont intérêt, comme Joël l'a dit, comme ils sont des universitaires, à gérer les problèmes avec beaucoup plus leur intellect que par les muscles qu'ils sont en train de montrer en disant oui, si tu fais quelque chose parce que j'ai l'autorité, la gendarmerie peut venir t'enlever chez toi, la police peut venir t'enlever devant ta famille, on peut te priver de ton boulot. C'est ce qu'ils ont voulu faire en disant tous ceux qui vont faire la grève là, qu'on a qu'à leur faire la liste, ils vont les renvoyer. Vous avez 2 postes, 3 postes. Il y en a qui en ont un seul et qui demandent seulement l'amélioration de leurs conditions. Vous êtes prêts à les renvoyer de leur boulot en disant qu'il y a d'autres qui cherchent du boulot, nous allons les renvoyer. Et c'est comme ça que vous voulez construire une nation où il y aura la concorde, l'harmonie, où les gens seront comme des frères. Je suis désolé, mais s'il y a un conseil à leur donner, c'est ce que moi je leur dis, ils n'ont qu'à faire preuve d'humilité. Ils sont des jeunes, ils sont devenus ministres du jour au lendemain, ils sont clinquants, ils sont contents, ils sont sur les médias, ils ont le pouvoir. Mais ils n'ont qu'à savoir gérer le pouvoir. Parce que celui qui leur a donné le pouvoir, c'est lui qui a plus le pouvoir. En fait, il détient tout le pouvoir, c'est vrai, on en avait fini, mais ça revient. Parce que c'est d'utilité publique tout ce que nous disons ici et ce que nous produisons. Certainement, ça va faire éclore des esprits des gens qui croyaient que c'est un modèle qu'on leur sert. Or, ce sont des faux. Des nouveaux Djombri. Ouais, des nouveaux Djombri. Des nouveaux Djombri en costard. Des nouveaux Djombri en costard, avec cravates. Et quand, la dernière fois, je crois que c'est un ministre qui disait, parlant de syndicalisme, il dit non, que si tu as tes ambitions politiques n'ont pas réussi, tu veux le convertir en syndicat. Effectivement, parce que quand tu vois parmi les syndicalistes du 7, il y en a qui, hier, ont cru que non, ils pouvaient composer avec ce régime qui a perdu toutes les valeurs. Quelqu'un qui a perdu les valeurs, tu ne peux rien faire avec lui. Ils ont cru que non, en allant, ça allait. Il y en a, tous ceux-là qu'on a arrêtés, ils étaient hier un peu proches du pouvoir. Mais, comme Ferdinand le dit, la liberté, les droits, ça ne se donne pas. Ça s'acquiert. Donc, ils ont vite fait de quitter UZ, etc., pour aller se reconstituer et revenir au fond. C'est de la même façon. Au sein même du système, je vous dis, ce qui est la chose la mieux partagée au sein du UNI, c'est l'envie, c'est l'empathie. Et de l'intérieur, ça va s'exprimer tant qu'ils ne prennent pas, ne serait-ce que des briques de ce que nous on disait ici, pour faire quelque chose d'inclusif. Alors, hier, on a connu des ministres dans ce pays, Souya Dema, qui ont fait 48 heures. Ah ouais. Je crois, Zarifou Aïva, il a vu à faire 48 heures. Mais je me rappelle encore, c'était en 2009, il y a un qui était un membre du feu du défunt RPT, qui nous disait, à côté du colonel, de Major Polo, que non, nous on va conserver le pouvoir pendant encore 25 ans. Je l'avais dit sur ce plateau ici, on se rend compte qu'on est dans le schéma de 25 ans, de plus de 2009. Mais il a dit, lui-même 4 ans après, on l'a dégommé, on lui a arraché tout. Il semble qu'il joue même au jeu de société dans la rue. Non, c'est ça la politique, ça dit que ne soyez pas étonnés de voir ces universitaires qui se crient aujourd'hui au ministre. Qui disent qu'ils sont à l'abri du besoin, oui, machin, tout ça. Tu as une mission, tu as un instrument qu'on utilise. Une fois que tu ne sors plus de la musique, tu n'as plus d'utilité, on te dégomme comme. Et puis ils vont les ridiculiser. Oui, mais comme le mentor peut savoir que tu as de l'utilité, mais il a d'autres pièces de rechange. Exactement. Et ça peut durer, ça dit que à peine peut-être le temps qu'on met cette émission sur truc là, et puisque c'est un milieu qui ne fonctionne pas avec des valeurs, mais ça fonctionne avec la délation, les colportages, etc. Le zèle. Voilà, le zèle, on a dit que puis on te dégomme. On te dégomme. Donc c'est juste ce que je voulais ajouter. Merci. Maintenant, on va changer de sujet avec les infrastructures routières et les chantiers qui sont en cours dans le pays. Ferdinand, on se rappelle bien, en 2010, on nous a parlé de la politique des grands travaux. Et 2010-2020, ça fait pratiquement 10 ans et on ne voit rien venir. Les gens nous disent qu'on construit des routes à Aguer. Nous avons un grand échangeur à Lomé à Aguer, c'est ça. Et voilà. Échangeur, hein. Oui. Ça échange quoi? Ouais, c'est ça que les gens appellent l'échangeur. J'entends dire ça même sur la télévision nationale. Oui, c'est ça. Mais c'est les gens. Ça rejoint ce que j'ai dit, que quand les gens viennent du village là,
parce qu'ils n'ont jamais rien vu. Et ils viennent voir. Ils viennent voir. C'est la première fois qu'ils voient une route goudronnée. Ils disent, ah, le pays est développé. C'est en fait ça. Et ce n'est pas de leur faute, vous comprenez. Pendant tout le temps du règne des Adéma, peu de Togolais sortaient. Parce que les gens sont très pauvres. Et puis on ne permettait pas aux étudiants d'aller dans les voyages d'études pour découvrir ce qui se passe dans les autres pays. Moi je me souviens, en 98, en année de licence, les étudiants de la faculté d'anglais ont fait une incursion à Accra. Parce que nous on leur disait que nous sommes dans la misère ici, on n'a pas d'université, c'est une brousse. L'université de Legon seule, c'est carrément une ville dans une ville, c'est vraiment ce qu'on appelle l'université. Ils ne veulent pas croire. Les gens disent non, que nous on raconte toujours des histoires. Alors il y a eu une très belle occasion qui s'est offerte à eux pour aller au Ghana. Et ils ont pris les bus là, ils ont traversé la frontière. C'est eux-mêmes qui racontent quand ils sont rentrés. Et quand ils sont arrivés au niveau de Motoé, c'est-à-dire au rond-point de Tema avant de prendre l'autoroute, ils se sont tous levés dans la voiture pour regarder la route. Ils se sont tous levés dans la voiture pour regarder la route. Et pourtant, cette route-là, Motoé, a été faite au temps de Nkrumah. C'est-à-dire que dans les premières années de l'indépendance, elle est restée solide. C'est juste sur 25 km. Aujourd'hui, le Ghana n'est pas au niveau de Motoé. Il y a partout des échanges, des rues, des routes, en haut, en bas, souterrains, partout. Et le Togolais, qui n'a jamais vu ça, il viendra te dire que ce qu'il y a à Goué, c'est un échangeur. Donc les étudiants, là, quand ils sont revenus de leur incursion à Accra, ils sont allés à Lagos, ils ont vu ce qu'on appelle l'université, comment c'est organisé, comment il y a les quartiers, les facultés, les rues, tout est impact, propre. Les toilettes, les dortoirs sont propres. Ils sont revenus, beaucoup d'entre eux qui n'étaient pas de mauvaise foi, ont changé d'avis. Vous voyez. Et donc si on permettait aux Togolais de sortir tout le temps, je pense que celui qui, même s'il vient d'un village et que c'est la première fois qu'il vient en ville, s'il sort de son pays, il va dans une autre ville, il a des éléments de comparaison. Vous voyez. Et donc, je disais à un ami, Lomé n'a pas l'envergure de Koumassi. Il dit, oh, que je raconte des histoires. Je dis, mais la deuxième ville du Ghana est plus importante que Lomé en termes d'infrastructure, en termes d'organisation, en termes de ce que vous savez. Et quelqu'un lui dit, mais c'est vrai. Je dis, mais aujourd'hui, là, la connaissance, là, mais quand même pas besoin de te déplacer. Tape sur Internet, va sur Google. Demande sur Google Maps un truc rapproché de Koumassi. Tu auras tous les éléments. Et donc, nous avons ce problème-là au Togo. Amoti Bome Soubo, c'est bien. Bometi, il est Dompona Mosubo. Et quand on le dit, ce n'est pas une injure. C'est le système qui a rendu les gens comme ça. Tu vois, et les gens se déplacent moins. Il y a des gens qui sont dans la capitale, il faut un décès dans leur village avant qu'ils retournent au village sur une année. Parce qu'ils n'ont même pas l'argent pour aller au village. Mais quand tu vas à Plaou là, toutes les voitures qui sont dans les stations d'Aplaou se remplissent à chaque minute. Tu sens que la ville et le pays est dynamique. Mais quand tu vas à Balépédo, qui est la seule station routière à Lomé, qui n'est même pas organisée, qui est sale, la voiture qui va d'Apaon reste là-bas du matin jusqu'au soir. Le gars continue de crier, mais il n'a personne dans la voiture. Il est obligé de prendre la voiture vite pour continuer la route. Eux-mêmes ils disent, oh, à son moment, tu vois. Donc c'est ça. Ça veut dire qu'en termes de mobilité, les Togolais voyagent moins. Quand tu voyages, quand tu ne voyages pas, tu ne découvres pas. Tu ne découvres pas, tu vois. Et donc pour revenir aux infrastructures, oui, ils nous ont dit qu'ils vont faire les grands travaux. Sauf que, à part quelques rues, une route, je ne sais pas si vous appelez route, on ne voit rien. Parce que les grands travaux, c'est quoi? C'est que vous mettez tout le pays en chantier. Mais au Togo, on fait peut-être une grande route sur peut-être 2 ans, et les gens crient qu'on est en train de faire de grands travaux. On a vu tout le scandale qui tourne autour de la route Lomé-Vogan. Depuis 5 ans que cette route a été faite, on a eu 3e financement pour cette route. Les 2 premiers financements sont passés où? Ça a été détourné. Et puis, à la fin, la route qui est en train d'être faite ne respecte pas les normes qui ont été définies dès le départ. Quand tu prends la route pour aller à Vogan, c'est une catastrophe. Vraiment. Elle est soi-disant faite aujourd'hui, mais c'est une catastrophe. Et pourtant, on a débloqué de l'argent. Alors, pour revenir à ces histoires de grands travaux, on ne voit pratiquement rien. On ne voit pratiquement rien parce que nous sommes ici au centre-ville de Lomé. Les rues sont encore des poussières. Comme si le Togo n'a jamais été indépendant depuis 60 ans. Non, il appelle maintenant ancienne ville. Oui, il n'y a rien. Quand il pleut pour rentrer dans vos maisons,
le grand marché, les quartiers, les vieux quartiers, à Guiakome, à Dobokome, tout ça là, les gens sont dans la boue. Quand vous arrivez vers Amoutiévé, Bassadi, tout ça, vous allez à Hanoukope. Quand vous quittez le peu de goudron, c'est-à-dire le boulevard circulaire, vous voulez tourner à la maison dans la boue. On ne peut pas appeler ça une capitale. Donc, les grands travaux se situent où? L'année dernière, nous étions à Guirekouka, toi et moi, on a fait le tour. Mais la nationale numéro 1, qui est la seule route qui dessert le nord, nous sommes indépendants depuis 1960. Elle n'est même pas une route. Elle n'est même pas une route. Je te l'ai dit, c'est une piste. Non seulement elle est étroite, et que les ponts qui sont sur cette route-là remontent aux années de l'indépendance, ou parfois au temps des Allemands, donc on n'a jamais élargi les ponts, mais quand tu avances, un peu de goudron, un peu de trou, un peu de goudron, un peu de trou, et il y a les accidents. Quand le ministre vient faire le bilan... Si c'était pas typé à Chadam, on allait faire aussi son collègue, mais on a laissé. Quand le ministre de la Sécurité vient faire le bilan des accidents et des morts, il dit qu'en 6 mois, il y a 300 quelque chose morts sur nos routes et que c'est la nationale numéro 1 qui tue beaucoup plus. Quand tu prends cette route-là, tu comprends pourquoi elle tue. Tu comprends pourquoi il y a les accidents. Combien de fois le président de la République a pris cette route pour constater lui-même l'état de la route? Nous avons un président qui gère ce pays. Combien de fois il a décidé, en tant que président de la route de la République, que je prends la route Lomé à Takpamé, ou Lomé Sokode, ou Lomé Kara, pour voir l'état de la route et constater moi-même comment la route est? Jamais. Est-ce que vous avez une fois vu ça? Vous avez vu d'image? Il n'y en a jamais eu. Ça veut dire que lui, il est en l'air avec son hélicoptère, il s'en fout de ce qui se passe au sol. Vous voyez? Et donc cette route est une comment on appelle ça? C'est un axe de la mort. Si vous prenez cette route et que vous retournez à la maison, vous remerciez Dieu. Parce que la route n'existe pas. Non seulement on n'a pas été capable de faire une route à double voie ou une autoroute sur 600 km, mais le seul sentier qu'on a, le goudron n'est pas partout. Mais vous savez pourquoi? Parce que c'est une autre mafia. C'est une autre mafia. Ils ont créé plein d'entreprises de BTP qu'ils ont remis à leurs frères, qui sont des élèves militants de UNI, qui disent que eux, leur business, c'est le profilage des routes qui se dégradent. Donc, au lieu de faire une route normale qui peut exister pendant 10 ans, ils préfèrent que la route soit cassée à plusieurs endroits pour que chaque année, on puisse voter dans le budget l'entretien des routes et ils donnent ce marché à leurs amis, à leurs frères, à leurs copines. Donc, quand vous allez à l'intérieur du pays, vous voyez des entreprises qui ont des bassines là. Tu les vois souvent dans Joël. Ils ont des bassines, ils créent un petit quartier quelque part, ils mettent le goudron dedans, ils mettent le truc, ils mélangent, ils chauffent. Ils mélangent le goudron. Ils sont tout au long de la route. Ils chauffent le goudron là. Et tu les vois, ils prennent des pelles et des haches, je ne sais pas quoi. Et ils creusent une partie. Et puis ils mettent un peu de goudron. Ils mettent quelque chose pour stabiliser ça. Et tu les vois tout au long de la nationale jusqu'à Dapaon. Et ces gens-là, qui prennent ces marchés-là, c'est des milliards qu'on chiffre ces marchés. Donc c'est un circuit de détournement. Donc les gens ont intérêt à ce qu'on n'ait pas de route bien faite de Lomé à Dapaon pour que les entreprises d'entretien de route qu'ils ont créées, données à leurs frères, continuent de fonctionner pour détourner les milliards. Et c'est un réseau organisé derrière la SAFER. C'est un réseau organisé derrière la SAFER. Aujourd'hui, la SAFER nous dit qu'ils n'ont pas assez de moyens pour entretenir. Oh, vous ne rendez compte à personne. Mais c'est ça. Il n'y a personne qui contrôle, mais là c'est LCT qui a réclamé, qui est revenu sur sa revendication. Mais personne on ne raconte à personne, c'est une vase clos. Combien, quelle recette la SAFER fait, personne ne sait. Et qui sont les contrôleurs de la SAFER, personne ne sait. Et on nous dit non que les objectifs. Mais moi je me dis, mais on n'a même pas besoin de venir nous dire non, qu'ils ne sont pas rentrés dans les recettes parce qu'on ne contrôle rien. Donc allez-y, augmentez les frais de péage, faites ce que vous voulez, on ne vous dira rien. Mais quand Père Dina parlait de la nationale numéro 1, parlons-en. La nationale numéro 1, ben, d'abord l'attribution a été morcelée. On a morcelé après Atapamé, ou après Agni, et jusqu'à arriver au-delà de l'État, dans les zones de Langabou, on a donné à SIB. Qui est une entreprise bizarre. Oui, une entreprise bizarre, jusqu'à Agbandi. Ouais. SIB a pris, et de Agbandi, en allant, on a donné au défunt Seco. Seco qui était une joint venture montée de toutes pièces pour siphonner un peu, et puis voilà. Et quand tu vois
les personnes de la chaussée, c'est ça. déjà en 2013, j'alertais sur ça, que mais il n'y a personne. Où sont les bureaux de contrôle? Quelles sont les qualités, les normes requises? Hein? Quand tu vois les personnes de chaussée, c'est une chaussée qui doit supporter des gros porteurs, des titans. Ça va tenir pendant combien de temps? Mais moi, je disais à un ami qui m'a envoyé faire pète. Quand 2 ans après, il m'a dit, oh Joël, il y a un qui est le goudron de l'autre jour. Je dis, oh, mais attends, très souvent, comme quand on dit on n'aime pas la vérité, on n'aime pas la vérité dans ce pays, eh bien, on en est là. Donc on a morcelé, chacun fait selon ce qui lui reste dans l'enveloppe, il fait ce qu'il veut, et voilà, il y a, je crois, le tronçon avant Takwame jusqu'à Djeroué. Là, qui était censé, qui était censé être déjà deux routes de 2 fois 2. Quand les ogres sont rentrés dedans, où c'est devenu une seule chaussée. C'est devenu une seule chaussée, etc. Voilà des choses, voilà autant de choses qu'ils font. Et quand on parle aujourd'hui des 1000 milliards, de l'Arabie Saoudite. De l'Arabie Saoudite. Qui devait servir à faire l'autoroute. Depuis 2011, 2012, on a créé les fonds là. L'autoroute de l'espoir. Ils ont dit que 1000 milliards. 1000 milliards. Qui devait faire l'autoroute. Il n'y a même pas de début. Et c'est ça on réchauffe maintenant. Et on met ça au compte des 100 jours. Que on a réussi à annoncer le projet là, que ça sera fait, etc. Or, le projet, selon l'exécutant, dit que pas plus tôt que 2024. 2024. Même pas. Même pas, c'est ce qu'ils ont annoncé. Et quand on parle des autoroutes, des échangeurs, je vais utiliser un français ivoirien, les pays sahéliens ont fini avec ça. Mais le président du Niger, il vient de lancer cette semaine le 4e échangeur. Oui, justement, 4e échangeur. Vrai échangeur, pas bon, hein. Échangeur. Et vrai échangeur. C'est-à-dire, cette image qui circule sur WhatsApp, ça me fait tellement marrer. Le Bénin à côté. Un pays où l'économie de rente. C'est le coton. L'économie de rente, point. À part le coton, la douane, le port, etc. Aujourd'hui, à Cotonou, vous faites le goudron, c'est 3 couches. Et talons vérifient. Dans les quartiers, ils sont en train de faire ce qu'on appelle le projet d'alphatage. Les gens sont d'accord, ils ne sont pas d'accord. Ils font les rues dans les quartiers. Il n'y a plus d'espace où tu vas à pied dans le sable. On met de la lumière, on fait les canalisations. Et pour que, il s'est dit, dans 10 ans, il ne doit pas avoir un quartier de Cotonou où on doit marcher encore dans le sable. Et les quartiers que nous connaissons à Cotonou, les Akpakpa, les Begame, les quoi, tu vas là-bas aujourd'hui, tu te dis, mais attendez, les gars sont en train de travailler. Pendant ce temps. Akpakpa qui était dans l'eau. Tu contournais dans l'eau. Tu contournais dans l'eau, justement. Oui. Tu comprends. Donc, nous là, c'est c'est comment appelle-t-on? C'est la touche. On vient, on annonce des choses. On dit oui, on va faire, on a eu 1000 milliards de l'Arabie Saoudite, 2010, qu'on va faire l'autoroute. À ce jour, 10 ans après, on n'a pas connu même le début même de cette autoroute-là. Et on vient nous dire en 2020, c'est-à-dire 10 ans après cette annonce-là, qu'il y a un autre partenaire qui veut dédoubler la nationale numéro 1. Pendant ce temps, on est en train de faire la route de Palimé. Parlons-en. Justement. On est en train de faire la route de Palimé. Je voulais m'en parler. Parlons-en. Alors, quand vous voulez faire des choses, faites des choses durables. Faites des choses pour qu'on sente que vous investissez pour changer le visage de la ville. Alors, ils ont dit oui, qu'on va faire la route de Palimé, d'accord. 219 milliards pour 120 km. Ça pose déjà des questions. Parce que le dédoublement de la voie ne va pas jusqu'à Palimé. Je ne sais pas si tu comprends. Le dédoublement de la voie ne va pas jusqu'à Palimé. Moi, j'ai posé des questions à des experts. Ils disent que... Non, ça ne va pas jusqu'à Palimé. Ça veut dire que c'est... Oui, ça va jusqu'à Palimé. On fait une seule voie pour aller à Palimé. Voilà. Alors, pourquoi c'est jusqu'à 219 milliards pour 120 km? Les experts te diront combien ils font par kilomètre une route. Et s'il y a des ouvrages d'art qui s'ajoutent, on sait ce que ça coûte. Oh, il n'y a aucun ouvrage d'art. Alors, on a cassé le carrefour de la Tikoumé. Soit-disant, on veut faire un ouvrage d'art, un viaduc ou je ne sais pas quoi. Et il y a même une image qui a circulé que ça a été élaboré par un laboratoire et les TP. Dans la construction de la route, cet ouvrage d'art disparaît. On fait un carrefour normal. En 2022, on fait un carrefour normal. On a dessiné ça comme les enfants font rond-point. On fait un carrefour normal pour que les voitures passent. C'est-à-dire qu'on a honte d'être Togolais quand on voit des choses comme ça. Parce que
On ne peut pas faire aujourd'hui ça au Bénin ou au Ghana. Quand les Ghanéens ont cette route-là, ils la feront de façon... C'est-à-dire que vous allez comprendre que les gens évoluent. Donc, on fait une route comme ça. Alors, quand tu prends Atikoumé jusqu'à Jidogomé, la route est large. Excessivement large. Il n'y a pas une seule passerelle qui est prévue pour permettre aux élèves qui sont nombreux sur cette route-là pour pouvoir traverser la route. C'est 3 voies aller, 3 retours, jusqu'à l'entrée de Zanguera. Alors, le lycée d'Ajidogomé, vous en faites quoi? Le CG d'Ajidogomé, vous en faites quoi? Le marché d'Ajidogomé, vous en faites quoi? Comment les gens vont traverser cette large route-là pour aller de part et d'autre? Parce que nous sommes en agglomération. Il y a énormément de gens. Il y a les personnes âgées, il y a les élèves, il y a les enfants, il y a les collégiens. Comment ils vont traverser cette route-là? Donc ça, c'est les défauts de la route. Maintenant, ils nous ont dit qu'ils vont faire une double voie jusqu'au péage. Tu arrives là où on appelle Atilamonou, ils ont commencé par rétrécir la voie. Ils ont commencé par rétrécir la voie. Et donc nous, en tant que journalistes, c'est notre devoir d'interpeller les autorités pour dire quel a été le cahier de charge de ce chantier-là. Pourquoi, dans l'exécution, on est en train de changer les normes de la route? Il faut quand même que le ministre des TP parle. Parce que c'est au nom des citoyens, c'est des prêts qu'ils font, c'est nous qui allons payer ça. Et s'il faut des prêts pour faire des routes approximatives, ce serait vraiment dangereux. Parce que moi, je suis allé à Tablibo, on a fait une route là-bas. Ils n'ont pas pu faire un échangeur après, avant arriver quelque part, au milieu là-bas. Non, pas échangeur, péage. Ils ont abandonné ça là-bas. Il y a la poussière. Mais ce qui est grave, ce que les gens ne constatent pas, en allant à Tablibo, quand tu fais attention, tu regardes le goudron a commencé par s'effriter. Et la route fait à peine 3 ans. Même pas 3 ans. Et cette route a été construite par GER, l'entreprise GER, qui est une entreprise qu'on ne présente plus. La route a commencé par s'effriter, la route de Tablibo. Et elle a coûté, je ne sais pas, 40 quelque chose milliards. Alors, si on doit aller prendre des prêts, autant d'argent chez des banques, chez des partenaires pour faire des routes et pour faire des mauvaises routes, c'est notre devoir en tant que journaliste d'interpeller les autorités. Donc ce qui se passe sur la route d'Ajidogomé est dangereux. Donc si Faure Gnassingbé peut sortir de son palais et faire le tour là-bas pour avoir lui-même une idée sur la manière dont les Togolais qui sont de part et d'autre de cette route-là vont traverser cette route, il va revenir dans son palais convoquer tous les acteurs pour leur dire de changer ce qu'ils sont en train de faire. Si Kokoroko a mis à l'université une passerelle, tu as vu l'image qui était ridicule là. Une soi-disant passerelle pour traverser une route de l'université. Toute jolie passerelle, toute petite. Avec un financement de l'Union européenne. C'est quand même ridicule. Qu'il a mis une passerelle à l'université, puisqu'il est chef chantier, il n'a pas pu conseiller son patron, puisqu'il est au gouvernement, de mettre des passerelles sur la route. Peut-être il a dit, mais bon, comme il est mal arrivé. Il y a un problème. Donc nous sommes en train d'attirer l'attention des autorités qu'ils sont en train de construire un boulevard de la mort s'ils ne prennent pas les dispositions. Parce que les ralentisseurs ne vont pas régler le problème sur cette route-là. C'est une route très large. Si une voiture ne cogne pas quelqu'un, un tricycle va cogner ou une moto va cogner. Parce qu'ils seront toujours en vitesse. Et vous savez que dans les pays développés, on essaie de régler les feux rouges de manière à ce que quand un seul feu rouge s'allume, je ne sais pas, 3 arrêts ou 4 feux rouges s'allument en même temps, passent en même temps au vert. C'est automatique pour que les voitures bougent en même temps et s'arrêtent en même temps. Mais ici, vous avez constaté que ces derniers temps dans la ville de Lomé, plusieurs feux tricolores ne travaillent pas. Oui. Mais nous avons des mairies. Plusieurs feux tricolores ne travaillent pas et les voitures font les accidents tous les jours. Donc ce qui peut arriver sur la route d'Ajidogomé sera dangereux. Donc nous on les interpelle parce qu'on dit critique, oui, mais nous proposons aussi pour qu'ils aillent là-bas sauver des vies humaines. On propose gratuitement, oui c'est ça. Donc ils n'ont qu'à de consultance gratuite. Ils n'ont qu'à faire les passerelles, eux-mêmes ils n'ont qu'à identifier les endroits où on peut faire rapidement des passerelles. On a besoin au moins d'une dizaine de passerelles sur cette route-là pour éviter le carnage. À Tikoumé, d'accord, ils ont cassé les stations d'essence, ils ont cassé des meubles, il n'y a pas d'échangeur, il n'y a rien, bon, on prend acte. Mais pour le reste de la route là, il faut poser un problème pour éviter les accidents. Moi, c'est ce que je peux dire. Oui, là, je crois que à Tikoumé, je crois que c'est pas de joie, que c'est déjà appelé pas de joie même. C'est pas de joie qu'on voit au Ouaga là. Ah ouais, qui voulait faire qui ont voulu faire, mais et là encore, ça c'est raté. Et parce que ce n'est pas ça. Mais quand on parle de rétrécissement,
de la voie, le rétrécissement est allé en évoluant. Hein. C'est-à-dire que quand l'emprise que la voie a prise aujourd'hui, ils ont même cassé des maisons, maintenant ils ne veulent pas. Là où ils ont cassé les maisons. Ils ont cassé des maisons à partir de Wepé. Oui. Jusqu'au niveau de. À l'entrée d'Aïdo. Et ils ne veulent pas élargir la voie jusque-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Et ça veut dire que à l'emprise que l'allure que la route a prise à partir du rond-point de Wepé, qui donne sur la frontière Ghana, ça veut dire que ce qu'ils auront à faire ne sera pas plus large que ce qu'on a actuellement. Exactement. De Wepé à Palimé. Exactement. Bon, ça sert à quoi finalement? Les coupeurs de route sont passés là-bas. Ils sont passés dans le projet. Les coupeurs de route sont passés dans le projet. De route officielle. Donc, et quand on parle de la qualité des chaussées, on avait alerté sur ça pour le cas Aledjo. Ouais. On avait écrit beaucoup sur Aledjo. Sur Aledjo. Les contournements. Mais on n'a que cuire. Ouais. Mais ils étaient obligés d'appeler l'entreprise de venir refaire. Mais là encore, quand tu vois la qualité de la chaussée, ça va pas partir encore dans quelques jours. Alors moi je crois que soit le BTP, c'est du folklore qu'on fait. C'est une mafia. Oui, on le fait juste pour s'enrichir soi-même. C'est-à-dire on se fait la malle et puis après nous le dégât. Ou alors on veut faire du sérieux. Et on nous fait du sérieux, c'est que regardez les chaussées. Au Bénin, c'est au moins 3 couches. Ouais. Mais quand tu vas au Ghana, au moins tu as encore au moins 5 couches. 5 couches. Quand tu vois que quelqu'un dit que c'est. Il faut les roues en béton. Quelqu'un dit quand tu vois les chaussées au Ghana, c'est comme hamburger. Ah ouais. Il dit que c'est du. C'est du lourd. Oui. Ça, c'est de la responsabilité. Ouais. C'est-à-dire, on ne construit pas une route pour venir. On ne construit pas une route pour venir demain et replâtrer. Faire. Et puis, quand on dit service d'entretien routier, en fait, parlons-en. C'est quoi ce service-là? On investit pour faire l'entretien dans quel délai? Mais quand vous faites une bonne route, au moins 10 ans, on n'a pas fait quel entretien? On n'a pas fini de faire le route et on a déjà l'entretien routier. Dans l'entretien déjà. Est-ce que vous voyez ça? On n'a pas fini de faire la route n'a pas encore fait 3 ans et on va dessus pour faire l'entretien. Mais quelque part, excuse-moi, mais c'est de la bureaucratie. Merci beaucoup, messieurs. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Ferdinand Nous sommes des esprits libres. Hein. On est sous le contrôle de personne. Nous sommes comme du vent. On parle, on dit des choses telles qu'on le voit, on les sent. Et toujours pour le bien, hein, pour le bien de nous tous, parce que, vous savez, quand on parle des routes, il y a, je crois, 6 mois, ou moins de 6 mois, il y a un ancien journaliste qui est décédé sur la route de la nationale numéro 1, un ancien journaliste qui fait de la consultation à l'OTR. Ces gens, paix à son âme, ces gens, c'est quand on critiquait les choses, c'est eux qui nous attaquaient, qui nous insultaient. Mais il était parti au nord, en revenant, sa voiture est tombée dans un trou. Et puis ils ont perdu le contrôle du volant, il est décédé sur le coup. Donc, ce que nous disons n'a pas de couleur politique. Ça concerne tout le monde. Les accidents qui se passent dans les rues, là, sur les routes, là, ça n'a pas de couleur politique. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver demain. Il y a eu un accident terrible qui s'est passé il y a 2 jours au Cameroun, où il y a eu un bus de 70 places, où il y a eu sur place en même temps plus de 50 quelque chose mort. Les corps étaient calcinés parce que le bus a heurté un titan qui transportait du carburant frelaté. Dans les falaises de Tchang, il y a une ville qu'on appelle Tchang. Je connais bien ces falaises-là. Pour avoir été là-bas, on a fait des missions là-bas. Et quand vous prenez le Cameroun, vous prenez le Togo, c'est le même système. C'est le même fonctionnement. C'est le même fonctionnement. C'est le même fonctionnement. On a vu la même histoire. C'est le même fonctionnement. Leur chef d'État est aussi mystérieux comme le nôtre. Il n'apparaît jamais, mais il tire le pays d'une main de fer. Et c'est les mêmes voleurs qui sont partout. C'est-à-dire que autant on vole au Cameroun, autant on vole au Togo. Il y a des systèmes mis en place pour voler. Mais moi je dis une chose. Tant que vous êtes au pouvoir, faites des choses, faites-les bien. Même si vous avez une partie dedans. Dans tous les pays on vole, hein, excuse-moi. D'une manière ou d'une autre, hein, les gens qui font les grands travaux au Ghana là, ils prennent aussi un peu leur part. Les gens qui font les grands travaux au Bénin, ils prennent un peu leur part. Ceux qui le font au Nigeria prennent leur part. Mais ils le font pour développer leur pays. Mais on a le sentiment que ceux qui gèrent le Togo, ils gèrent le pays comme s'ils étaient en territoire occupé. C'est-à-dire que demain, ils ne seront plus dans ce pays. Donc, ils ne font rien. Ce sont les traits de la régence. Oui, ils ne font rien. Non, ce sont les traits de la régence. Le pays est comme un village, on est dedans. Ils ne font rien. Ils n'ont aucun plan ambitieux. Au point que nous
Nous avons honte même parfois d'inviter des amis à venir ici. Tu comprends? Parce que quand tu amènes quelqu'un ici, on te dit où est Lomé? Tu dis ah, attends, on va se promener un peu, on va voir que bon, on est déjà dedans. Après tu l'amènes. Oui, donc même que tu es ça. Ce n'est même pas le quartier d'Abidjan ou le quartier de quelque chose comme ça. Tu comprends? Et donc, nous exhortons nos dirigeants, c'est eux qui sont là pour le moment, à avoir de l'ambition. Ce pays, je pense que c'est le leur et c'est le nôtre. Et je pense qu'ils sont aussi patriotes que nous. Ce qu'ils peuvent faire, ils n'ont qu'à le faire correctement. Aujourd'hui, ils ont mis les dames devant, et ils ont mis des jeunes universitaires devant. Je pense que ces gens-là ont beaucoup voyagé dans leur vie. Ils savent ce qu'on appelle pays développés. Ils savent ce qu'on appelle les pays qui ont amorcé un véritable développement en Afrique de l'Ouest. Parce que les universitaires, ils vont dans des missions d'enseignement, dans des cours de mission dans d'autres pays. Ils peuvent aider à relever le visage de ce pays, à redorer le visage de ce pays. Parce que Lomé, notre capitale, franchement, ça ressemble à un gros village. Et quand les gens nous disent politique des grands travaux là, ça commence par où et ça finit par où? Ça commence par où? Ça finit par où? Parce que si nous voulons faire une émission sur les infrastructures dans la ville de Lomé, on n'en finirait jamais. Quand tu prends par exemple le problème de l'éclairage à Lomé, c'est une catastrophe. C'est une mafia. Quand on fait les routes là, on donne l'éclairage à qui? On donne l'éclairage à des amis, à des copains, à des copines. Et eux, ils vont acheter des ampoules qui ne brillent pas. Et ils mettent sur les routes. Vous avez vu toutes les ampoules jaunes là, qui n'éclairent en rien du tout. On ne met plus ces ampoules là aujourd'hui. Il y a un expert en éclairage urbain qui m'a expliqué comment ça doit se passer. Et les distances entre les lampadaires, l'éclairage, comment ça doit se faire. Aujourd'hui, tu as vu sur le contournement, presque le quart des lampadaires ne travaillent plus. Les voitures cassent ça tous les jours. Parce que les normes ne sont pas respectées. Et donc, si on doit faire une émission, on peut faire 3 heures de temps ici sans partir. Et tout ça, les conséquences, c'est quoi? C'est que les Togolais meurent comme des chiens. Accident, quelqu'un est écrasé par une voiture, un titan. Les gens meurent tous les jours. Il y a des deuils dans les familles tous les jours. Et ce deuil dans les familles-là, ça n'a pas de couleur politique. Donc, nous devons amener nos dirigeants à développer notre pays, à faire en sorte que le pays se développe. Tu vas dans la zone portuaire là, TP3 environ là, il n'y a rien. Quand il pleut là, c'est là où les gens puissent les milliards. Tu circules dans la boue pour aller dans un magasin ou dans un parc automobile. Ce n'est pas normal. Et donc là où tu travailles là, tu développes là-bas, tu le rends propre. Et c'est comme ça qu'on voit que tu es quelqu'un de civilisé. Donc moi je pense que nos dirigeants ont beaucoup de choses à faire. Et nous allons toujours continuer par faire des critiques constructives. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas des gens qui leur disent la vérité. Hein. Mais nous, on n'a rien à foutre. Nous n'avons aucun contrat avec quelqu'un. Donc nous, on dit les choses comme on les sent. Et on le dit, s'ils puissent dedans pour faire quelque chose, c'est bien. Si on nous considère comme des terroristes à écraser, c'est aussi bien. Mais nous, on va parler. Donc, c'est ce que moi, je pense que je peux dire. Et je souhaite vivement, pour finir, que le cas de la route d'Aïdo-Gomé soit rapidement revu. Il y avait la route qui quitte le carrefour d'Agbalépedo pour aller à Agoué, qui est une route très large, qui créait pas mal d'accidents avant. Celle qu'on est en train de faire à Aïdo-Gomé sera pire. Donc les dirigeants n'ont qu'à sortir de leur bureau, leur cocon, pour aller toucher du doigt les réalités, pour régler les problèmes avant qu'il ne soit tard. Parce que la route n'est pas encore terminée, elle a été ouverte, mais il y a des gens qui commencent par se cogner sur cette route-là. Parce qu'ils font de la vitesse. Parce que la route est large, tu vois. Donc c'est ce que moi je peux dire pour terminer cette émission sur le plan des infrastructures. Et on remercie Joël qui vient nous aider de temps en temps pour animer cette émission. On remercie tous ceux qui nous suivent depuis l'extérieur. C'est notre contribution pour le développement de notre pays. Ce n'est pas dirigé contre quelqu'un. Nous voulons tous être libres, aller revenir dans notre pays, entreprendre, ne pas avoir en face de nous des obstacles, des blocages. Et je le dis toujours, s'il y a des individus qui veulent se mettre au travers du bonheur des citoyens que nous sommes, nous allons combattre ces individus-là, c'est tout. Merci beaucoup Ferdinand. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal L'Alternative. Joël, votre mot pour conclure cette émission? Non, je crois que pour Aïdo-Gomé, ça me tient vraiment à cœur parce que c'est la réalisation de cette route est à mettre à l'actif de toute la réclamation que la presse a faite. Ouais. Toute la réclamation que la presse a faite. Et normalement, en même temps qu'on fait cette route, on doit faire celle de Ségbé. Ouais. Celle de Ségbé, où il y a toute une activité économique qui se développe. Frontière. Du rond-point d'Aïdo-Gomé jusqu'à la frontière. Vous voyez, c'est-à-dire on martyrise les gens, on fait tout pour les décourager
Mais les gens, ils ont l'initiative dans le sang. Donc la moindre chose qu'on peut faire, parce que ça va dans l'intérêt des recettes fiscales. Exactement. Ce que le terre collecte là-bas, il n'a pas encore collecté la moitié à Agoué. Or, quand on parle des politiques de grands travaux, ça c'est juste quand on est à Agouéville. Hein. C'est à Agouéville qu'on a fait. On a fait Agouéville avec Fakposito, on a fait une partie de Fakposito, etc. Et c'est fini. C'est la politique des grands travaux, ça. Parce que la politique des grands travaux qu'on a fait, on a royalement oublié la nationale numéro 2, par exemple, où il a fallu, c'est Kaberuka qui est venu, qui est rentré à Lobé, par la route qui dit, mais c'est pas possible que la route qui fait le visage du pays soit laissée comme ça, que c'est pas possible. La côtière. C'est de là que ce projet, le projet qu'on a fait actuellement là, comme dédoublement de la voie, a été rapidement conçu. Pour parer à l'urgence, on a dans le cadre des grands travaux, on a refait celui de avec Pozo qui s'est arrêté avec Pozo jusque-là. Sinon, il n'y avait pas de volonté. Et là, je me demande pourquoi tant d'acharnement sur l'ancienne ville. Parce que quand nous parlons, même quand on parle de 100 jours, mais que Dame Cyril Meko vient nous dire où est passé le projet Blue Zone de Hankopé qui devait être suivi. C'était 3 projets qui ont été lancés. Il devait Blue Zone de Hankopé, Blue Zone de Amotivé et de Blue Zone de Kodouya-Kopé. Pour ne serait-ce que donner, apporter un peu de sourire à ces jeunes-là qu'on a laissés sur la touche. Où sont passés les projets d'assainissement de PDC plus et autres qu'on a lancés à Béagodo ici. Justement. Les projets d'assainissement de ces quartiers jusqu'à Gbalepédo. Où sont passés ces projets-là? Pourquoi on s'acharne tant sur l'ancienne ville? Il n'y a aucune voie aménagée dans les zones à Damavo, à Corès, Sewa, etc. Est-ce qu'on est dans le même pays? Adido, comment on l'a réclamé pour qu'il le fasse? On espère que... On est dans une sorte d'apartheid dans les infrastructures. C'est de l'apartheid. C'est de l'apartheid. Et à côté de ça, vous parlez. Et ça, c'est fait à dessein. Vous criez réconciliation. Prenez quelqu'un de Lomé Sud-Ouest. Vous lui demandez, vous lui donnez un quartier de Nord, il dit qu'il ne connaît pas. Il va aller faire quoi là-bas? Parce que vous avez tout fait pour ségrégationner les Togolais. Et ça n'arrange pas celui-là. Parce que même les rois ont été durs, les Soundiata qui ont été durs, etc. On dit qu'ils ont été. Même les Agokoli. Ils tenaient au moins à l'unité, au développement de leur royaume, d'une façon ou d'une autre. Il ne faut pas qu'on nous raconte des histoires sur la méchanceté des Agokoli. Quand tu vois, c'était un visionnaire. Alors, notre problème actuellement, on n'a pas de vision. Et le pape Jean-Paul II l'a dit. Il n'y a pas pire que l'aveugle, c'est celui qui n'a pas de vision. Quand on parle de l'éclairage, Ferdinand parle des lampes jaunes. Moi, je les qualifie de lampillons. C'est des lampillons que nous avons. C'est des lampillons que nous avons. Il y a 1000 lampadaires de qualité qui ont été acquis pour remplacer ce qu'on voit, les lampillons que nous avons sur le tronçon qui quitte Colombe de la Paix et pour la présidence. Où sont passés les lampadaires? Il y a au moins 1 an, sinon 2 ans que ces lampadaires étaient où est-ce que c'est passé? Et donc, quand on parle de l'éclairage public, moi je dis l'éclairage public, c'est... on avait fait un article dernièrement sur la fameuse vision 2030, 100% de l'électricité en 2030. Quand tu le prends aujourd'hui, quand tu prends le programme national, la politique nationale de l'électricité, le Bénin, en 2 ans, dans l'année prochaine, le Bénin sera autonome en énergie. Le Ghana y est déjà. Mais nous disons... dans 9 ans, mais quand tu vois la progression, je me demande si c'est le charlatanisme qu'on va faire pour en être là, parce que ça veut dire que cette politique même doit être actualisée, parce qu'on parle de 3,5 millions de Togolais qui doivent avoir l'électricité à l'horizon 2030. Donc, en 2030, on sera combien? Actuellement, on est déjà à 8 millions. On est déjà à 8 millions. Or, cette politique-là date de 2016. Et on fait confiance à nos amis français pour nous apporter, pour nous faire le solaire. Oh, il n'a aucune référence. Quand tu cherches, quand tu fouilles, l'EDF n'a aucune référence en termes de maîtrise du solaire. Mais ça veut dire que... c'est une autre mafia. C'est une autre mafia, ça veut dire que tout ce qu'on vend... Ils font des ampoules dans les villages, 3 mois après les ampoules ne travaillent plus. Mais justement, fais le tour des lampadaires solaires qu'on a installés. Ici, ça ne travaille plus. Ça ne travaille pas. Ça ne travaille plus. Ça ne travaille pas. Ces lampadaires ont
ont été facturés 2 millions d'unités. Justement. 2 millions d'unités. 2 millions d'unités. 2 millions d'unités. Sans faire de maintenance, parce que la maintenance n'y est pas. C'est un autre problème. Quand on nous dit solaire, c'est une mafia qui est tout dernièrement, pas plus que, je crois, hier, il y a un ONG qui se dit qu'il va faire de l'électricité à base des déchets et du solaire, etc. Et vous voyez combien il déclare pour le projet? 250 millions. Ça passe 300 millions. 250 millions de francs. Ça veut dire que quand tu vois un technicien te dit ça ne peut pas dépasser même l'étude de faisabilité. L'étude de faisabilité. Et peut-être acquérir le terrain, mais même le terrain ne sera pas suffisant pour faire ça. Donc il faut qu'on arrête de nous raconter des histoires. Il y a quand même des esprits assez aguerris et qui fouillent, quand tu nous dis quelque chose, on se demande, mais attends, mais même si on n'a pas des éléments, on demande à qui de droit, expliquez-nous. Donc dans le domaine de l'électricité, c'est une autre mafia ça. Ça c'est une autre mafia. Actuellement vous allez la souhaiter par exemple, le prépayé n'existe plus. On a tout fait pour décourager le prépayé. Or c'est le prépayé qui permet d'assainir la gestion. Le prépayé n'existe. On a tout fait pour faire disparaître les compteurs prépayés. Parce que c'est quand tu es sur le poste que tu fais des trafics, que tu fais des traficotages. Donc on a tout fait pour décourager le prépayé. Et parce que ça n'arrange pas les gens, parce que l'État même devait passer au prépayé. C'est-à-dire que quand on parle de budget programme, normalement, la rigueur du budget programme, c'est que chaque ministère dit, ok, sur l'année, je consomme tel nombre d'électricité. Et tu ne peux pas le dépasser. Si ça finit, bon, ok, laisse en charge, rendre compte. Or, vous voyez dans les préfectures, par exemple, les dames font jus, et les glaçons. Avec l'électricité du gouvernement. Donc c'est d'où n'importe quoi. Le secteur de l'énergie a besoin de changer de gouvernance. Il faut qu'on sache là où on va et qu'on fasse des suivis d'évaluation régulières pour actualiser. C'est carrément. Le chantier et aujourd'hui, pour se cacher la face, comme on fait à Togocom, on veut vendre ça aux Français. Parce que quand tu vois l'architecture, le conseil d'administration, même aujourd'hui, la société, etc., quand tu vois dans les EDF qui rentrent dans le B-Box, etc., on nous vend. On raconte, on nous vend comment vous l'appelez, des histoires à Candide. Et on vend des histoires à Candide. Alice au pays des merveilles. Oui, Alice au pays des merveilles. Et on est dedans pendant qu'on nous met des lampillons sur les boulevards, comme quoi on fait de l'éclairage. Le PND va régler tout ça. Le PND va régler quoi? Le PND est déjà tétraplégique. Non, il est déjà tétraplégique. Bientôt, on n'en parlera plus. Donc, voilà pour le secteur de l'énergie. Parce que l'énergie, c'est vital. Parce que vous savez, un lampadaire qui éclaire, ça éclaire beaucoup de choses. Il y a une dame qui va venir commencer un commerce. Il y a des activités culturelles, socio, éducatives qui naissent à côté. Ça encourage la scolarisation, ça décourage l'abandon scolaire. Il y a l'insécurité. L'insécurité, voilà. Et quand ça éclaire mal, il y a des risques d'accident parce que la lumière le reflet. Il y a toute une kyrielle de conséquences positives pour la société. Et donc, on arrête de mettre... On ne peut pas donner des choses comme ça à des amateurs. À des amateurs. On ne peut pas en faire une histoire qu'on négocie... avec les Zamarama. Non, pas les Zamarama, qu'on négocie. Bon, je ne vais pas. Mais non, je crois qu'il faut... Tout dans ce pays se négocie comme les Zamarama négocient. Bien sûr. Même les choses sensibles. C'est autour de la table familiale. Bon, je crois que... On va en finir là. Moi, je voudrais juste dire... à ceux qui sont fidèles que déjà en étant fidèles à cette émission, c'est une contribution à la construction d'une nouvelle nation, parce que a priori certainement les gens disent ok, il faut suivre, tu recommandes à quelqu'un et les 2 heures que ça dure, tu vas tirer quelque chose, et pourvu que vraiment que ça change, que ça nous change chacun. Parce que c'est facile de critiquer, mais nous-mêmes, quand on nous met aux affaires, on vu nos universitaires, c'est facile de critiquer, mais quand on nous met aux affaires, dans la petite cellule familiale même, quand tu ne fais pas abstraction de ta personne, comme les Rollis ont fait au Ghana, où il est allé au-delà du fils éveillé qu'il est, pour embrasser tout le monde, quand tu ne fais pas abstraction de ta personne, dans ta petite cellule association, etc., quand tu ne sèmes pas les germes des valeurs, de la bonne gouvernance, de la vérité,
de la vérité, de la sincérité, ça ne sert à rien, ça n'aura servi à rien, tout ce que nous faisons ici. Il faut que ça soit utile et que chacun apporte sa contribution, que ce soit au Togo ou dans la diaspora, et surtout que les gens arrêtent de semer les réseaux sociaux de n'importe quoi. On a besoin d'utile pour la lutte. Il faut de l'utile pour la lutte et non du passionné, des volontés de règlement de compte, des mensonges, etc. C'est de ça qu'on a besoin. Merci à tous. Et pour aller à la suite de Joël, c'est pour inviter les internautes à s'abonner à notre page YouTube pour recevoir cette émission chez eux. Dès qu'une nouvelle émission est postée sur la page, automatiquement, ils reçoivent l'émission sur leur portable, sur leur ordinateur. Merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation. Fin de cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission, d'autres sujets que nous allons débattre. Merci et à la prochaine.